Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce qu'il marche? Oui, il marche. Alors, je vais essayer de prendre le relais déjà en ayant une présentation qui fonctionne. Ça serait bien. Je la lance. Alors, manifestement, vous n'avez pas de Wi-Fi. Est-ce que vous avez des téléphones? Vous avez du réseau? On va être obligé de lever la main, faire ce genre de choses quand je vais vous poser des questions, c'est ça? Eh bien, ça marchera aussi, alors, c'est pas grave. Alors, on va essayer de rentrer effectivement un petit peu derrière ces questions d'intelligence artificielle. On va parler de données, effectivement, et merci à Jean-Noël pour cette introduction très, très vivifiante, et d'ailleurs que je trouve assez raccord avec l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est-à-dire qu'au final, il y a des côtés hyper fascinants, mais pas que. Alors, est-ce que ça marche, ça? Non? Alors, non, non, c'est pas le micro, là c'était la zapette qui ne marche pas. On va changer le micro. Et on va changer de zapette. Celle-là, elle n'est pas chargée ou c'est quoi le sujet? Bon, tant pis, je vais le faire à la main. On va parler un peu de ce contexte dans lequel on est, qui est en fait un contexte d'ambivalence. Alors, j'ai mis citoyenne, on pourrait dire professionnelle aussi, sur l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle. On va parler de problématiques d'accès aux données sensibles. Et j'ai la petite intuition que parmi vous, vous êtes quand même confrontés à des données assez sensibles dans vos organisations. Alors, évidemment, quand on parle de données sensibles, on va parler de confidentialité, on va parler de protection de la confidentialité. Et moi, je vais challenger un peu ça. Je vais vous montrer quelles sont les limites des méthodes classiques de protection de la confidentialité. Et là, pour ça, on va parler de gouvernance des données, on va parler d'éthique. Et si on en a le temps, on va parler un petit peu de technologie d'accroissement de la confidentialité et même peut-être d'espace commun de données multisectorielles. Ça dépendra un petit peu de vous, on va voir. Je vais même essayer de garder un petit peu de temps. C'est le défi que je me pose. Est-ce que j'y arriverai? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, je vais essayer de partir là-dessus pour échanger. Et même au milieu, c'est pas exclu qu'on fasse un tout petit peu de mathématiques, extrêmement basique. Mais moi, je suis mathématicien, donc en fait, c'est compliqué pour moi de pas du tout parler de mathématiques. Mais si j'ai une fierté dans ma vie d'enseignant de mathématiques, j'ai jamais rencontré une personne que j'arrivais pas à faire progresser un tout petit peu. Et donc, on va espérer que ça sera le cas aussi avec vous. Mais encore une fois, n'ayez pas peur, ne sortez pas, ça sera très simple. Alors, c'est quoi ce contexte d'ambivalence citoyenne sur l'utilisation des données? Ce matin, en fait, je me suis réveillé à 5 heures. Comme tous les matins, je me suis dit, mince, mais je n'ai pas fait ma présentation. Mais c'est pas grave, parce qu'à l'ère de l'IA, je vais demander à ChatGPT de me faire une présentation. Je lui ai dit, voilà, tu fais une conférence pour les responsables d'organismes sociaux. Donc, Jean-Noël va me dire si c'est un bon prompt ou pas. Voilà. Donc, je l'ai mis en contexte. Tu fais une conférence pour des responsables d'organismes sociaux. Je ne vais pas parler de la cousinade. Là, je me suis dit, ils ne risquent pas de comprendre. Tu dois leur parler sur le sujet. Nous sommes. Alors là, j'ai fait un copier-coller de ce qu'il y avait dans le document. Voilà. Propose-moi le plan d'une conférence de 45 minutes. C'est pas mal du tout. Enfin, j'ai pas pris ça, rassurez-vous. J'avais évidemment préparé mon intervention. Pourquoi? Parce que quand on lui demande de faire un truc comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire un truc moyen. Et moi, si vous m'avez demandé de venir, j'imagine c'est que vous espérez pas un truc moyen. Je vais essayer de faire un truc un tout petit peu mieux que moyen. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, c'est l'objectif. Pourquoi ça, voilà. Voilà. Donc, mais quand même, il y a un aspect fascinant. C'est vrai que en 10 secondes, il m'a craché un plan. J'aurais pu repartir d'ailleurs de ce plan. Il se trouve que moi, j'aime bien faire les choses à partir de zéro, mais ce n'était pas du tout aberrant. Par contre, rien d'original dans ce plan. Et par définition, je ne sais plus si Jean-Noël l'a dit, mais c'est important de le garder en tête. Ce que fait l'IA fondamentalement, c'est qu'elle regarde ce qui est le plus courant dans ce qu'elle va produire. Elle produit des suites de mots et la suite sera en gros de plus courant dans les données d'entraînement. Donc si vous voulez faire un truc un petit peu standard, par exemple, l'histoire de la fiche de poste était très intéressante. Les fiches de poste, ça n'a pas forcément besoin d'être hyper créatif. On n'est pas en train de faire une œuvre littéraire quand on fait une fiche de poste. C'est pas mal. Vous voulez faire un texte d'ordre un petit peu réglementaire, c'est très bien. Puis en plus, on a plein de données de textes réglementaires et globalement, ça marche pas mal. Vous allez y mettre votre expertise métier. Je reprends ce que disait Jean-Noël à la fin et c'est hyper important. Vous allez y mettre votre expertise métier, vous allez avoir quelque chose. Mais si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu original et qui va attirer l'attention des gens comme ce que j'essaye de faire en vous parlant de mathématiques ce matin, l'IA, ça ne va pas être très efficace. Et puis, évidemment, derrière l'IA, derrière ce qu'on appelait avant le big data, mais tout ça, au fond, c'est la même histoire, il y a l'utilisation de données et à des fins qui sont quand même géniales. 2016,
l'élection présidentielle américaine a été influencée par l'utilisation de la data à des fins politiques, et ça a favorisé l'élection de Donald Trump. Hop là. Est-ce qu'il y a un petit lag? Excusez-moi, je vais y arriver. 2024, encore utilisation de l'intelligence artificielle, et cette fois-ci pour construire des messages, pas simplement pour les adresser à des cibles particulières, et tous les réseaux sociaux nous permettent, mais y compris pour construire des messages qui vont ensuite être diffusés de manière massive. Donc on a une véritable problématique, et finalement, quand on interroge les gens, c'est-à-dire finalement les assurés sociaux dont vous vous occupez, au final, quand on leur pose la question, ça c'était un sondage qu'on a fait dans le cadre d'Occitanie Data, qui était le précédent nom de l'association Equitia, dont je suis le président, j'ai oublié de me présenter, je vais le faire dans un instant, eh bien, nous leur demandions, quand vous entendez parler du sujet des data, qu'elles soient personnelles ou collectives, qu'est-ce que vous ressentez ? Enthousiasme, curiosité, indifférence ou inquiétude. Et là, très clairement, ce qu'on voit, c'est que ce qui va dominer, c'est plutôt l'inquiétude, un petit peu d'indifférence, mais finalement, les côtés, on va dire, positifs à l'endroit de cette utilisation, ils sont minoritaires. On a refait une enquête plus récente avec Anity, qui est le pôle IA toulousain, avec la région Occitanie et le rectorat. Parmi toutes les questions, on leur a posé, alors là c'est la plus grosse enquête qui a eu lieu, plus de 4000 répondants, sur l'utilisation de l'IA du point de vue des citoyens. On leur posait la question, est-ce que vous êtes favorable au partage des données personnelles, dont on disait bien respectueux de la vie privée, afin d'améliorer la personnalisation d'un certain nombre de choses. Des services publics en ligne, par exemple ceux que vous avez, Amélie, l'URSSAF, etc. Je ne connais pas toute l'étendue de vos sites, mais vous avez des services publics en ligne, de fait. Ou bien des services commerciaux en ligne. Eh bien, regardez, même pour les services publics en ligne, il n'y en a que 9% qui sont très favorables, 22% très favorables, et vous en avez même une majorité qui sont défavorables. Si on bascule à droite sur les services commerciaux en ligne, alors là, c'est bien pire. Donc là, vous risquez de sortir en vous disant, de toute façon, on ne peut rien faire. Et là, on va avoir des gros problèmes dans nos organisations si on continue comme ça. Alors, je vais vous parler 2 minutes d'Equitia. J'en profite pour me présenter rapidement. Moi, je suis mathématicien, professeur à l'Université de Toulouse. Et je construis ma vie autour de 2 grands pôles. Celui qui m'occupe essentiellement ce matin, c'est-à-dire je préside 4 structures dans le domaine de la data et de l'IA. Je préside cette structure Equitia dont je vais vous parler dans un instant. Je préside aussi la plateforme régionale d'information géolocalisée en Occitanie qui s'appelle OpenIG. Je préside également le Conseil national de l'information géolocalisée. Et enfin, je co-préside le groupe de travail sur la gouvernance de la donnée dans le cadre du partenariat mondial de l'intelligence artificielle. Alors tout ça, ça paraît beaucoup, mais en fait, tout est complètement articulé. En fait, toutes ces fonctions se répondent, heureusement. Et puis dans la deuxième partie de ma vie, je pilote le programme national pour l'inclusion des personnes qui présentent un trouble neurodéveloppemental dans l'enseignement supérieur et vers l'insertion professionnelle. Et si je le dis, c'est parce qu'à un moment donné, on verra que ces différents intérêts, ils se rejoignent à un moment donné. Pourquoi je vous parle d'Equitia? Ça va être très rapide. Juste, Equitia, c'est une association qui compte 70 membres. On est en train de se transformer en groupement d'intérêt public. Et nous avons un écosystème qui est assez unique, puisqu'il comporte à la fois des entreprises, des pôles, des clusters, des associations, des établissements d'enseignement et de recherche. On a les 5 plus gros organismes nationaux de recherche, des collectivités territoriales, des administrations, des établissements publics ou chargés de missions publiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous ces acteurs, ils sont confrontés à une même problématique que je vais exprimer. Elles ont des tas de sources de données, elles ont besoin de faire des solutions numériques basées sur ces sources de données, mais sur lesquelles il y a des problématiques de partage de données. Partage de données en interne et encore plus partage de données en externe. Partage de données en interne, ça veut dire que vous avez un service qui a des données, un autre service qui en aurait besoin, et finalement, les gens ne se passent pas de l'un à l'autre. Ça arrive, ça, chez vous? Ouais, ça arrive? Ok, je ne me suis pas complètement trompé. Vous n'êtes pas complètement différent de toutes les autres organisations. Ok, bon, c'est parfait alors. Bon, peut-être que ça va vous intéresser alors, ce que je vais vous raconter. Puis alors, on va faire pire. Déjà que c'est difficile en interne,
Mais alors en externe, je ne dis même pas entre vos organisations, mais si par exemple, on va donner des exemples dans un instant, vous avez besoin de croiser vos données avec, pourquoi pas, des données qui appartiennent au champ de l'environnement, par exemple, parce qu'on se pose des problèmes sur la santé environnementale, alors là, c'est encore plus compliqué. Et donc finalement, il y a tous ces types de données, hein, je vais passer là-dessus, et la problématique, c'est l'accès aux données sensibles. L'accès aux données sensibles pour faire quoi? On va voir des cas d'usage. Alors, le problème fondamental, en fait, c'est d'opérer des traitements de données. Alors, un traitement de données, c'est beaucoup de choses très différentes, hein. Un traitement de données, ça peut être tout simplement une transmission de données. Ça peut être le fait de faire tout simplement un calcul statistique. Et puis, ça peut être utiliser des données pour entraîner un algorithme d'intelligence artificielle. Puisque, vous l'avez compris, les systèmes d'intelligence artificielle auxquels vous pouvez avoir recours, hein, et Jean-Noël nous en a montré beaucoup ce matin, vont être véritablement efficaces pour vous dès lors qu'il y aura une forme de personnalisation, une forme de contextualisation et d'utilisation de vos données. Parce que si vous ne faites pas ça, vous aurez la même chose que tout le monde. Alors ça dépend, évidemment. Encore une fois, s'il s'agit d'écrire une fiche de poste, c'est peut-être pas dramatique. Mais enfin, le Ask IA, par exemple, de Carrefour, qui était présenté tout à l'heure, il était évidemment entraîné sur des données de l'entreprise. Donc il faut accéder à toutes ces données. Donc les traitements de données, ils sont au fondement de beaucoup d'opérations au sein de nos organisations. Et le problème fondamental, c'est quand on veut opérer un traitement de données qui proviennent d'organisations différentes, ou peut-être même de services différents au sein d'une même organisation, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas les transmettre. Ils ne peuvent pas pour quelles raisons? Parfois parce qu'ils se disent « j'ai pas le droit », ou bien pire, « je ne sais pas si j'ai le droit ». Grosse nuance entre les deux. Et qu'est-ce qui se passe dans vos organisations quand vous interrogez la direction des affaires juridiques et qu'elle ne sait pas si on a le droit? Elle dit non, hein. Ok, elle dit non, c'est ça. Voilà. C'est bien ce qui me semblait aussi. Elle dit non. Donc ne pas savoir si on a le droit, c'est très ennuyeux. D'accord? Parce que ça veut dire, c'est la même chose que de se dire, j'ai pas le droit. Et puis peut-être qu'elles ne veulent pas les transmettre, parce qu'elles se disent, oh mais au fait, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont bien les utiliser? Est-ce que certains vont en tirer de la valeur? Alors là, on va parler d'organisations peut-être pas comme les vôtres, parce que j'imagine que vous n'êtes pas là pour faire de l'argent avec vos données, mais il y a d'autres organisations qui ont des données et qui considèrent que c'est un actif stratégique pour elles. Elles se disent, oh là là, mais moi on me demande mes données, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Moi, je ne vais pas me départir comme ça d'un actif stratégique. Je veux avoir mon juste retour d'une valeur économique créée. Voilà aussi un problème. Ou ça peut être dans le cadre de la recherche, et malheureusement ça existe, des chercheurs qui ont des données, qui disent « Oh là, mais moi je ne vais pas lui transmettre mon jeu de données, parce que qu'est-ce qui se trouve, il va faire d'autres travaux avec ça, et moi je ne vais pas être cité, et si je ne suis pas cité, c'est ma carrière qui m'en pâtit, mes réponses à appel à projet, etc. » Ça existe aussi. Bref, il y a une réalité très sociologique, très psychologique, derrière toutes ces questions de partage de données. Bref, l'IA, ce n'est pas que des algorithmes, ce n'est pas que des serveurs, ce n'est pas que des machines, c'est aussi des êtres humains. Et ces êtres humains, ils fonctionnent, évidemment, vous le savez, dans des organisations humaines qui ont leur complexité. Et ça, on essaie de le prendre en compte. Alors, je vais vous donner deux cas qui me mobilisent, enfin, que j'ai trouvé peut-être intéressants pour vous. Premièrement, croisement de données médicales, socio-économiques et de localisation pour déployer des politiques de prévention et de santé publique. Puis on va l'illustrer un tout petit peu. Le Covid. Le Covid, on avait évidemment besoin de connaître beaucoup de choses au moment du Covid, cette épidémie qui nous tombe dessus, sur laquelle on n'est pas du tout préparé. Par exemple, est-ce qu'il y a des inégalités sociales face au Covid? Question importante. Est-ce qu'il y a des, juste pour pouvoir derrière déployer des politiques publiques, de la prévention, etc. Donc on a dans Equitia un acteur, une entreprise, qui est une spin-off du CHU de Montpellier, qui travaille justement là-dessus. Accéder à ces données, donc on l'a bien dit, médicales. Donc là, on est du registre des données de santé. Peut-être du PMSI. Données socio-économiques, là, on est plutôt du registre de l'INSEE. Et de localisation, là, on va être dans le registre des données de mobilité, qu'on va avoir, par exemple, grâce à ce qui se passe sur ces smartphones dont vous m'avez dit que vous ne vouliez pas les sortir. C'est pas sympa, ça. Et qui ont vos données de localisation. Vous voyez que toutes ces données, elles sont hyper sensibles, parce que concrètement, on ne va pas se transmettre les données en clair d'une organisation à une autre avec des choses comme ça. Et pourtant, on a besoin de faire les croisements pour pouvoir identifier s'il y a des endroits plus ou moins à risque.
Donc voilà un premier cas d'usage. Je vous en donne un deuxième. Je vous l'ai dit, moi je travaille dans le champ du handicap. D'accord, j'accompagne des étudiants vers l'enseignement supérieur et vers l'insertion professionnelle. Mon programme, il est inscrit dans la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Et il y a d'autres actions dans cette stratégie nationale autour notamment de l'accès à l'emploi. Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche nos actions? Alors moi j'aimerais bien que oui, parce que quand même je me lève à 5 heures tous les matins, pas seulement pour demander à ChatGPT d'essayer d'écrire la conférence que je n'aurais supposément pas écrite, mais pour travailler sur tout ça, j'espère que ça marche. Mais fondamentalement, c'est très difficile de le savoir. Comment on a ces données? Ben pour ça, on aurait besoin de croiser des données relatives au handicap, par exemple, provenant de centres diagnostiques, ou peut-être provenant de programmes comme le mien, avec une base de données que vous connaissez peut-être, qui est celle de la DSN, la déclaration sociale nominative, qui renferme les champs donc, des feuilles de paye. Voilà un deuxième cas d'usage. On est dans des choses concrètes. Vous voyez bien évidemment que je n'ai absolument pas l'intention d'aller dire à un centre diagnostic autisme, ou même moi en tant que responsable d'un programme, je vais envoyer mes données avec les identifiants de mes étudiants dont je sais qu'ils sont autistes à je ne sais qui. Et réciproquement, les acteurs de la DSN ne vont pas m'envoyer la base de données pour me dire « Tiens, je vous balance tout, recherchez là-dedans si vous retrouvez vos étudiants autistes. » Ben non, évidemment, ça n'est pas possible. Et pourtant, on a besoin de le faire. Alors, on va voir comment on peut essayer de le faire. Alors, j'avais un petit sondage. Bon, bah, tant pis, on va le faire à la main. Vous allez lever la main. Vous voyez que les données dont on a besoin dans les exemples que j'ai pris auparavant, c'est des données personnelles. Et ces données personnelles, vous avez tous entendu parler, j'imagine, du règlement général de la protection des données, le RGPD, d'accord? Dans ce RGPD, on indique comment on collecte des données. Quand on collecte des données, on peut le faire sur un certain nombre de ce qu'on appelle des bases légales. Peut-être que la plus connue d'entre elles, c'est la base légale du consentement. Et puis aussi la base légale de l'intérêt légitime. La base légale du consentement, c'est exactement ce que vous avez fait ce matin-là en signant le droit à l'image. Je consens à ce que mes données soient utilisées. C'est à peu près ça en réalité, hein, d'accord? Et surtout formulaire, etc. Vous avez un truc et vous remplissez les données. Vous dites bien, ouais, je consens à vous les donner. Bon. La question va être, est-ce que ces données-là, on peut les réutiliser pour autre chose? Et moi, je vous pose cette première question. Est-ce que c'est, selon vous, éthique de réutiliser des données personnelles pour d'autres finalités que celles qui étaient prévues lors du recueil des données? Alors, n'essayez pas d'influencer les gens. Je vais vous demander qui répond « Je ne sais pas ». On va commencer par ça, tiens. Je ne sais pas. Bon, cool, vous savez tous. Formidable. Qui répond oui? Personne. Ne soyez pas influencés, vous avez le droit. Ça serait même sympa quand même, hein. Ça serait plus marrant quand même qu'il y en ait qui répondent oui. Bon, ok. Qui répond non? Ouais, il y en a une bonne majorité là. Qui répond parfois? À la louche, j'ai envie de dire, on doit avoir, je sais pas, un quart, un tiers de parfois et 2 tiers à 3 de non. Ok. Je vais vous reposer la même question. J'ai juste changé un mot. J'ai remplacé éthique par légal. Donc là, on n'était pas dans le légal avant, on était, est-ce que selon vous, du point de vue des valeurs partagées en société, c'est bien de le faire ou pas, hein? C'était ça concrètement, c'est éthique. Là maintenant, est-ce que dans la réglementation, on peut le faire ou pas? Allez, on va recommencer par je ne sais pas. Qui ne sait pas? Tout le monde sait. Parfait. Pourtant, c'était la bonne réponse. Je blague. Qui répond oui? Ah, là, il y en a qui ont envie de jouer. Merci. Un dit oui. Qui répond non? Wow. Et qui répond parfois? Ça a un peu baissé. Là, je dirais, on est plutôt entre 3/4 et 4/5 qui répondent non. Allez, on va regarder ce que nous dit la loi.
La loi informatique et liberté, elle nous dit que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. Si on s'arrêtait là, ben vous auriez raison de dire non, on n'a pas le droit. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, est considéré comme compatible avec les finalités initiales. Donc la bonne réponse était parfois. Alors rassurez-vous, j'ai fait le même test devant un parterre de juristes dans un colloque de droit du numérique et ils ont répondu comme vous. Voilà. Je ne sais pas si ça doit nous rassurer ou pas, en fait, mais voilà. Donc oui, c'est parfois légal. Et vous allez même voir, en tout cas, on verra, ce qui vous allez être d'accord avec ça, que oui, c'est parfois éthique. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut clarifier un cadre éthique pour agir en responsabilité. Et c'est ça qui est essentiel, c'est de se dire qu'au fond, la loi, elle ne nous dit pas, et ça c'est vraiment un point important à retenir, la loi, les lois européennes en particulier, sont des lois qui sont des régimes de responsabilité. Elles ne vous disent pas, je vais vous dire très clairement ce qu'il faut faire dans tous les cas. Oui, il faut le faire, ou non, il ne faut pas le faire. Elles vous posent plutôt un cadre général. Un cadre général qui vous met en tant qu'organisation en situation de responsabilité. Vous n'allez pas forcément avoir à demander en permanence à la CNIL si on peut faire un truc ou pas. Simplement, si vous êtes attaqué, il va falloir pouvoir justifier que vous avez bien tout mis en place pour exercer pleinement votre responsabilité en conformité avec le règlement. Et ça, c'est un élément qui est important parce que, évidemment, quand on est dans un régime comme ça de responsabilité, avant, quand on avait à demander à la CNIL, oui, non, j'ai le droit de le faire ou pas, alors on peut encore poser des questions à la CNIL, hein, bien sûr, mais d'une certaine manière, on se mettait derrière la réponse de la CNIL. Aujourd'hui, d'une certaine manière, ça suppose d'assumer sa responsabilité, et on le sait, assumer ses responsabilités, ce n'est pas facile. Et donc, évidemment, il faut pour ça, d'une part, avoir des juristes qui permettent d'analyser la loi, mais il faut pouvoir aussi se dire que la loi ne dit pas tout. Elle ne peut pas dire tout. Donc il va falloir se dire, peut-être que dans certaines situations, je dois avoir des éléments supplémentaires qui me permettent d'analyser si oui ou non il faut faire un traitement de données. Et là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un cadre éthique pour ça, parce que ça va vous donner évidemment un point d'appui si jamais il y a des contestations. On va parler du cadre éthique tout à l'heure, mais avant, je veux vous évoquer un point qui me tient beaucoup à cœur. C'est que, évidemment, la première chose qu'on doit faire en responsabilité, c'est de protéger la confidentialité. La confidentialité des données, notamment des données sensibles, c'est une responsabilité majeure, et notamment pour des organismes comme les vôtres. En tout cas, j'espère et j'en suis convaincu que c'est dans cette optique que vous le faites. Mais il faut voir qu'il y a des méthodes de protection de la confidentialité qui en fait posent des graves problèmes. Et je vais vous donner un cas concret. On va parler de cancer. Et on va parler de catégorie sociale et de cancer. Là, je tire ces éléments d'une étude qui est faite tout près d'ici. Hein. On a la chance d'avoir à Toulouse un très beau laboratoire de santé publique avec lequel je collabore beaucoup, et qui travaille en particulier sur les problématiques d'inégalité sociale de santé. Sujet majeur, évidemment. Et donc, il s'agit, pour faire simple, de se dire, on a un phénomène de santé publique, quel est l'impact de la condition sociale des individus sur ce phénomène? Là, en l'occurrence, le phénomène, c'est le cancer du sein. Et donc, ils ont fait une étude à l'Oncopole de Toulouse. Ils voulaient voir si, pour faire simple, les personnes les plus défavorisées socialement accédaient plus tardivement à un premier diagnostic de cancer du sein. C'est évidemment important de le savoir parce que derrière, ça peut permettre de mettre en place des politiques de prévention. Et j'imagine que c'est des choses que vous faites dans le cadre en particulier de la CPAM. Évidemment, pour ça, on a besoin de croiser des données sociales et des données de santé. Comment on fait ça classiquement? Classiquement, on va prendre des gens
ont des données de santé. Donc, par exemple, vous allez prendre un registre hospitalier, hein, et là, en l'occurrence, c'est à l'Oncopole, c'est dans le registre hospitalier, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce registre? On a les individus qui ont eu un diagnostic pour la première fois, mais on n'a pas de données sociales, on est d'accord. Mais on a leur adresse. Et donc, ce que font les chercheurs, c'est qu'ils vont inférer la donnée sociale à partir de l'adresse. Pourquoi? Parce que l'INSEE ne vous donne pas le fichier. Heureusement d'ailleurs, l'INSEE a ces données sociales. Mais l'INSEE ou les impôts ont vos revenus, etc. Elle ne va pas vous donner aux chercheurs, écoutez, voilà, je vous donne le fichier de tous les habitants en France, et puis regardez là-dedans ce qui était dans votre base. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Non, ça ne peut pas se faire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'adresse. Les données de l'INSEE, je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a des données qui sont publiées en open data. Et en fait, c'est par des méthodes d'agrégation. C'est-à-dire qu'on agrège en fait la population sur des unités géographiques qui représentent entre 5 et 10 000 habitants par unité géographique. Donc je vous en ai pris une là qui est juste à côté d'ici, d'accord, l'Iris appelé Dupuy. Les Toulousains connaissent bien la place Dupuy. Voilà, c'est un iris. Et cet iris, pour cet iris, on va avoir des données sociales. Et donc, on va supposer, pour faire l'étude, qu'une personne qui habite, dont l'adresse fait partie de l'IRIS, eh bien, son niveau de revenu, c'est le revenu moyen de l'IRIS, etc., etc. OK? Et donc, on peut regarder ce qui se passe. Alors, il se trouve que dans l'étude en question, ils étaient allés plus loin. Ils n'ont pas fait ce qu'on fait d'habitude en santé publique, hein, comme je l'évoquais, mais eux, ils ont eu une cohorte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, ils avaient, je ne sais plus, 1000 participantes, un truc comme ça, et ils ont demandé leurs éléments de données sociales. Donc là, en l'occurrence, ils n'avaient pas à inférer la donnée sociale à partir de l'adresse, ils avaient la donnée sociale effective. Et donc, ils ont fait un calcul, c'est le graphique de gauche, où ils ont calculé ce qu'on a appelé la mesure individuelle de la défavorisation sociale. Et ils essayaient de voir quelle était la probabilité médiane de présenter un stade avancé au diagnostic parmi les patientes atteintes d'un cancer du sein. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez, c'est que plus il y a de critères de défavorisation, plus il y a de probabilité d'arriver avec un stade avancé. Il y a un effet statistiquement significatif de la condition sociale sur le fait de se faire diagnostiquer tardivement, ce qui est un vrai problème et qui donc devrait avoir comme incidence, évidemment, d'avoir des politiques de prévention pour pouvoir adresser ce problème. Mais il se trouve, alors là, c'est un peu la sérendipité, que pour cette étude, il y avait de mémoire 20% des patientes pour lesquelles ils n'avaient pas pu collecter la donnée sociale. Donc ils se sont dit, bon, on va faire comme on fait d'habitude, on va prendre les données inférées par l'IRIS. Et puis finalement, je ne sais plus si c'est juste pour ces patientes-là ou pour la totalité, mais tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on voit là sur la courbe à droite? On voit en fait que, quand on le fait à l'IRIS, il n'y a plus rien de statistiquement significatif. Toutes les données sont à peu près pareilles. Donc ça, c'est très problématique. Parce que ça signifie que si on fait une étude où on n'a pas accès aux vraies données, mais on les infère, on n'a pas de résultat. Et donc, il n'y aura pas de politique publique. Donc ça veut dire que ces méthodes-là, elles sont très problématiques et qu'il va falloir les dépasser. Absolument. On dit qu'on va protéger la vie des gens par leur confidentialité, mais à la fin, on ne met pas en place des mesures de santé publique qui sont nécessaires pour protéger la vie des gens. Donc on a une vraie contradiction. Et c'est là que l'éthique doit intervenir. Parce qu'une fois qu'on a une contradiction, ça ne veut pas dire qu'on la lève facilement. Il va falloir évidemment y mettre un cadre éthique. J'essaye de vous prendre 5 minutes pour faire des maths. Très simple. Très, très simple. Non, c'est pas le moment de prendre un café, je vous ai entendu, vous, devant. Hein. Attention. Alors, j'ai pris une série de valeurs, regardez, avec 2 variables. Donc à gauche, vous avez la colonne identifiant, d'accord? C'est juste le numéro de la valeur. On va supposer que c'est des individus. Et j'ai pris 2 variables, et qu'est-ce que vous constatez? V1 égale V2. Jusque-là, ça va?
Donc en fait, j'ai pris deux variables volontairement, parce que là je prends un cas extrême, qui sont égales. Elles sont donc parfaitement corrélées, puisqu'elles sont égales. Et j'ai mis à droite un indice de localisation. Je fais comme si j'avais 4 zones géographiques, d'accord? Et je les ai réparties de manière parfaitement homogène. Et on va voir ce qui se passe juste après. Donc là, on est d'accord, hein, mes valeurs, ce que je devrais avoir, c'est vraiment une corrélation parfaite. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe si la population est homogène. Si elle est homogène, ça veut dire qu'en fait, on va avoir des gens avec les différentes variables réparties de la même manière suivant les 4 zones géographiques. C'est ce que j'ai dans mon tableau de chiffres. Et moi, je vais calculer la moyenne. Je fais comme pour l'iris. Je vais calculer la moyenne à l'iris. On va supposer que j'ai 4 iris. Et je calcule la moyenne des variables pour chaque valeur. Donc c'est très, très simple, hein, parce qu'en réalité, à chaque fois, j'ai dans chaque item, dans chaque zone, j'ai un 1, j'ai un 2, j'ai un 3, j'ai un 4, j'ai un 5. Quand je fais la moyenne, ça me fait 3. Donc partout, j'ai la même moyenne. Ce qui est logique, puisque ma population est répartie de manière homogène. D'accord? Donc, j'ai partout la même valeur. Ah bah donc là, j'ai ma première variable. On va supposer que j'ai toujours ma première variable, j'ai toujours ma deuxième variable, qui est la vraie variable, hein, celle qu'on voit à droite, là, sur le truc en jaune. Et la première variable, c'est celle qui est inférée. Est-ce que c'est corrélé? Bah non, c'est plus du tout corrélé. Donc mes deux variables qui étaient égales, si en fait il y en a une que je remplace par une variable inférée, j'ai plus de corrélation. Bon, allez, vous allez me dire, oui, mais la population, c'est pas réparti de manière homogène, donc évidemment, c'est quand même pas absurde de le faire à l'iris. Bon, on va regarder si je distribue autrement. Bon, là, je me suis amusé, hein, à construire ça. Vous voyez sur le tableau, sur la colonne de gauche, j'ai des moyennes qui sont effectivement un petit peu plus différentes et encore plus différentes dans la variable de droite, hein. Donc en gros, au milieu, ça veut dire qu'on a une population qui est quand même regroupée par des zones où, en gros, pour faire simple, les plus défavorisés sont plutôt proches des plus favorisés et réciproquement. Et à droite, il y a une ségrégation spatiale qui est beaucoup plus forte. Hein, c'est ça, en fait, que ça signifie. Et on regarde quels sont les éléments de corrélation. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans le cas numéro 2, on voit quasiment pas de corrélation, et on en voit une, mais qui est quand même pas très forte, dans le cas numéro 3, alors que j'avais déjà pas mal ségrégué. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le fait de faire ces agrégations par zones géographiques, en fait, vous amène à abaisser les niveaux de corrélation. C'est ça qu'il faut retenir. C'est embêtant, hein? Parce que là, on s'était dit quand même, c'est bien pratique d'agréger les données. Là, je renforce la confidentialité, etc. Je peux même vous en donner un autre, hein, un point, une autre méthode qui est très très problématique, c'est l'anonymisation. Alors là, on se dit l'anonymisation, c'est génial, on n'a plus le nom, donc plus de problème. Bon, il y a deux problèmes avec ça. Premier problème, c'est qu'en fait, on peut très souvent désanonymiser. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en fait, avoir une anonymisation parfaite, c'est particulièrement difficile. Puis il y a un deuxième problème, c'est que si vous avez besoin de faire des croisements de données, une fois que vous avez anonymisé, que vous n'avez plus une clé d'identification sur laquelle faire le croisement de données, c'est fini, vous ne pouvez plus faire le traitement de données. Donc c'est très problématique. Donc on va voir après comment on peut résoudre ces problèmes-là. Alors là, c'est pas cool. Ouais, il n'y a plus de réseau, donc bon, voilà, c'est pas grave. Je vais vous poser la question donc de mémoire, qui est la suivante. Écoutez bien, pardon, hein, ce serait bien de l'avoir à l'appui. Est-ce que selon vous, il est éthique ou pas de ne pas utiliser des données existantes pour savoir si la catégorie sociale a un impact sur le fait d'avoir un cancer du sein diagnostiqué de manière tardive ou pas? C'est clair? Je la répète. La question, c'est, voilà, on s'intéresse toujours à notre sujet de cancer du sein. On a des données qui existent, hein, parce que les données, elles existent à l'INSEE, hein, d'accord? Les vraies données, j'entends. Est-ce que c'est éthique ou pas de ne pas utiliser les données qui existent pour savoir
pour avoir un résultat de recherche qui est celui que je vous ai donné. Allez, qui pense que c'est éthique de ne pas les utiliser? Qui pense que ça n'est pas éthique de ne pas les utiliser? Majorité, ouais. Bah, vous êtes comme les autres, hein. Pardon, hein, c'est vexant. Mais effectivement, alors, derrière, il faut aller regarder, évidemment, et l'éthique, c'est pas juste un truc qu'on fait comme ça. Mais en tout cas, il faut vraiment se poser la question, quand on n'utilise pas des données qui existent déjà, est-ce que c'est vraiment éthique de ne pas les utiliser? Dit autrement, on ne peut pas juste regarder la problématique de « attention, j'ai mis en place tout un dispositif pour protéger la confidentialité et je n'y toucherai pas, quel que soit le prix ». Moi, je vous rappelle quand même que pendant le Covid, on a mis en place des mesures attentatoires aux libertés publiques de manière absolument massive pour des raisons qui, évidemment, étaient très compréhensibles, mais dont certaines se sont faites sur des bases qui n'étaient absolument pas solides au niveau statistique. Quand on a fait du confinement localisé, qui se faisait, je vous rappelle, en essayant de connaître quel était le taux de personnes qui étaient contaminées dans une zone géographique, puisque c'était localisé, divisé par le nombre d'habitants, eh bien, ni le numérateur ni le dénominateur n'étaient fiables. Ça veut dire qu'on a pris des décisions de garder des gens à la maison sur des bases qui ne sont absolument pas solides. C'est un peu problématique. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, il faut absolument interroger en permanence. Quand on vous dit non, on ne peut pas faire ces croisements, non, on ne peut pas accéder à ces données, etc., il faut l'interroger, évidemment, en relation avec la finalité que vous recherchez, qui n'est évidemment pas de même nature, que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je vais clouer dans leur logement le million de personnes de l'aire urbaine de Toulouse, ou bien si je veux vendre un service pour vendre des trottinettes électriques à je ne sais pas qui. Enfin, je dis ça au hasard. Voilà, hein, c'est évidemment pas la même finalité. Donc finalement, il faut regarder beaucoup de choses qu'il va falloir mettre en pratique et en relation. Premier point, les questions éthiques et juridiques dont je viens de parler à l'instant. Deuxième point, je ne vais pas en parler, mais la question des modèles économiques, c'est un vrai sujet. Il n'est pas assez traité, ce modèle-là, et on y travaille dans le cas d'Equitia. Et puis troisième point, les solutions techniques. C'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas aux solutions techniques, et notamment à celles qui sont en train d'émerger, qui nous permettent de traiter des données confidentielles sans révéler de données personnelles à quiconque, on va en parler dans un instant, et bien sûr on ne le fait pas, on n'est pas en capacité de traiter tous nos cas d'usage. Donc ce qu'on essaye de faire dans le cas d'Equitia, c'est de créer un cadre de confiance, justement, mais aussi de rendre l'éthique actionnable. Alors pourquoi ? Parce que l'éthique, en fait, c'est quelque chose qui peut paraître très large. Est-ce qu'on a un comportement éthique ou pas? La plupart du temps, on ne sait même pas ce que c'est que l'éthique. Alors l'éthique, c'est tout un champ, en fait, hein, d'études dans lequel il y a un certain nombre de grands principes et qu'on va devoir décliner dans des secteurs donnés. Et donc nous, pour faire ça, on a travaillé avec un groupe de travail qui est présidé par une chercheuse qui s'appelle Emmanuelle Rial-Seba, qui est directrice de recherche à l'INSERM, qui est juriste, spécialiste européenne d'éthique de la santé et qui travaille au laboratoire CERPOP à Toulouse et avec des gens de son équipe. Et ils ont une grande historique dans ce laboratoire parce que notamment, ils appuient la plateforme de données génomiques de Toulouse. Et donc l'utilisation des données génomiques, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important, complexe. Dans quel cas il faut le faire, dans quel cas il ne faut pas le faire. Eh bien, ça les a amenés à développer des compétences éthiques qu'ils ont réutilisées dans le cadre de la donnée. Et donc, avec elle et son équipe, on a créé une charte éthique des usages des données. Cette charte éthique, je ne vais pas vous la présenter, mais si vous pouvez quand même scanner le QR code, enfin en douce, hein, vous sortirez votre smartphone, vous scannerez le QR code, vous pourrez accéder à de la documentation comme ça, hein, des fichiers que j'ai déposés. Et cette charte éthique des usages des données, bah, elle permet de se guider en fait. Elle permet d'avoir une grille d'analyse. Et je pense que c'est ça qui est important. Parce que vous posez la question, est-ce que c'est éthique ou pas? En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien tant qu'on n'a pas fait une analyse très claire de la balance au final, avantage-inconvénient d'une solution numérique. Et c'est quelque chose qui peut guider des acteurs pour mettre en place des solutions qui soient effectivement conformes à l'éthique. Ce qu'on fait dans le cadre d'Equitia, et on a créé également un label, parce qu'au final, ce que nous pensons, c'est que tout le monde se proclame de l'éthique.
Vous avez des très grandes entreprises américaines dont je ne citerai pas le nom, qui ont créé des comités éthiques, des départements. Le seul truc qui met un peu la puce à l'oreille, c'est que j'ai l'impression que tous les 2 ans, en fait, ces comités démissionnent. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ils essayent. Mais bizarrement, ça ne fonctionne pas complètement. Mais quand on est un citoyen de base, comme on l'est tous en réalité, qui, quand il veut utiliser un service, parce que ça a l'air sympa, Jean-Noël nous a montré des tonnes de trucs, hein, puis à un moment donné, il nous a dit, attention, il y en a sur lesquels les données restent chez vous, hein, et c'est important, hein, je ne sais plus ce que c'était, lequel, mais ça c'est un sujet important, mais comment on le sait? On va lire les constitutions générales d'utilisation. J'ai envie de vous poser la question, qui parmi vous, quand il installe une nouvelle application sur son smartphone, lit les constitutions générales d'utilisation? Levez la main, s'il vous plaît. Ah ouais, là, ça fait peur quand même. Ben oui, mais c'est la réalité concrète dans laquelle on est. On ne les lit pas. Qui d'entre vous lit les ingrédients sur des paquets de nourriture pour savoir si c'est bien ou pas? Un peu plus. Et qui a été très soulagé quand le Nutri-Score est arrivé? Ah non, pas tant que ça. Ah ouais, tiens, j'aurais cru. Bon, ok. Ah non, mais ouais, ok, il y a un biais là. Là, il y a un biais. Il y a un gros biais dans les données. Il y a un gros biais dans les données. Voilà. Donc, en gros, le label, pour nous, il est là pour essayer de simplifier le fait que quand on utilise un service, il soit respectueux de l'éthique ou pas. Donc, on a créé, en fait, cette charte éthique avec, vous le voyez ici, un certain nombre d'éléments, hein, dans le référentiel. Et puis, on l'a décliné en un label éthique qui peut être demandé par toute structure publique ou privée. D'ailleurs, vous pouvez le demander pour les services que vous voudriez monter pour une solution numérique. Et il est octroyé pour 3 ans. Donc là, nous, on a tout un plan, si ça vous intéresse. Hein, de toute façon, vous pourrez évidemment accéder à ce diaporama et voir quelles sont les étapes. Hein, évidemment, savoir déjà en propre comment on agit par rapport aux données qu'on va utiliser dans le cadre de la solution numérique. Et puis ensuite, on va faire un recueil des informations pour analyser le cadre de l'outil. Et puis ensuite, des recommandations et un plan d'action générique pour pouvoir vous accompagner. On a fait ça. Moi, le truc qui m'a le plus frappé, c'est une start-up montpelliéraine qui s'appelle CanopyMed, qui travaille dans le domaine de la santé et qui est issue du CHU de Montpellier. Donc, a priori, des gens quand même qui travaillent vraiment bien. Je le dis vraiment, hein, très sérieusement, et qui nous ont dit l'accompagnement éthique, ça nous a permis de voir des choses qu'on n'avait absolument pas réalisées dans tous nos process. Donc, si même des acteurs qui sont très soucieux dans des organisations qui sont très responsables ont des marges de progression importantes, ça veut dire qu'on en a tous. Et donc, ce cadre éthique, il est vraiment intéressant, encore une fois, en termes de grille d'analyse pour pouvoir avancer et tout simplement identifier des problématiques qu'on n'a pas forcément vues. Et qui ne sont pas que de l'ordre du droit, encore une fois. Hein. Ça, c'est important. Et quand on est à la conception d'un projet, on va jusqu'à des livrables avec une charte d'éthique, des règles de gouvernance, etc. Je passe là-dessus, juste pour vous indiquer que parmi nos labellisés, on a aussi bien des collectivités territoriales que l'application. Alors pour ceux qui sont en Midi-Pyrénées ou en Occitanie de manière plus large, vous utilisez peut-être les trains LIO et l'application qui permet de payer de moins en moins cher au fur et à mesure qu'on utilise le train, voilà, qui s'appelle Fertic. Et donc la SNCF a souhaité faire labelliser cette Fertic parce que finalement, c'est de la donnée personnelle. Fertic, c'est un système où on va... je ne sais même plus comment on fait. Enfin, on va faire glisser sur son smartphone le fait qu'on rentre dans le train et le fait qu'on sorte du train. Donc c'est quand même pas rien. Hein, sur nos données, on sait que on est entré à tel endroit, sorti à tel autre endroit. Pardon. Et donc ils ont obtenu le label, ce qui est rassurant. Bref, on peut utiliser Fertic, tout va bien. Je vais vous parler 2 minutes, 3, des technologies d'accroissement de la confidentialité, parce qu'une fois que je vous ai dit que l'anonymisation, c'est problématique, l'agrégation, c'est très problématique, ok, mais on fait quoi? Et le risque, c'est qu'on fasse rien. Et pourtant, on a besoin de faire énormément de choses. On a besoin de résoudre le paradoxe du début. Et pour ça, on a besoin de mettre de la confiance. Pour mettre de la confiance, il me semble qu'il faut absolument utiliser des technologies qui permettent donc d'accroître la confidentialité, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse faire des calculs, mais sans que les données personnelles ne soient révélées. Et miracle, ben oui, c'est possible.
Et ce n'est pas une baguette magique, c'est juste des mathématiques. Bon, les mathématiques, c'est magique, mais ça, vous le saviez déjà. Il y a plusieurs types, je ne vais pas les développer, mais peut-être pour ceux qui sont les plus tech, on va dire, parmi vous, vous avez peut-être... Donc, par exemple, l'anonymisation, la première, c'est effectivement une forme de technologie d'accroissement de la confidentialité. Mais c'est vraiment important de la replacer comme une forme parmi d'autres. C'est une technologie parmi d'autres. J'insiste là-dessus, parce que très souvent, et je l'ai vu, je vais donner un exemple à très haut niveau, d'emblée, quand on dit protection de la confidentialité, on dit « ah ben il faut anonymiser ». Moi, j'ai vu ça sur un texte réglementaire, qui d'ailleurs n'est jamais sorti, qui est un texte d'application d'une loi. Je ne le dirai pas quoi, parce que sinon ça va vite aiguiller sur les acteurs du sujet. Il y a eu une loi qui disait, voilà, il faut absolument mettre en place tel élément de partage de données entre des organisations, en gros. OK. Le décret n'est jamais sorti. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était indispensable. Ils n'imaginaient pas qu'on pouvait faire autre chose que de l'anonymisation. Ils m'avaient consulté sur le texte. Je leur avais dit, mais attendez, pourquoi vous mettez l'anonymisation dans le décret? Un décret, ça ne change pas tous les jours. Mettez une technologie d'accroissement de la confidentialité et éventuellement, quel est l'organe qui va pouvoir dire laquelle utiliser. Mais le résultat des cours, c'est que l'anonymisation était complètement aberrante dans leur solution, que si on faisait passer le décret avec cette technologie-là, bah, en fait, il ne se passerait rien du tout, ou plus précisément, il y aurait eu des transferts de données, mais qui n'avaient aucune valeur, qui seraient inutilisables. Donc à un moment donné, ils se sont dit, bon, bah, on ne va pas le faire, et finalement, le décret n'est jamais sorti. C'est quand même problématique. Donc encore une fois, l'anonymisation n'est qu'une méthode parmi d'autres, et franchement, c'est rarement la meilleure. Il y a aussi ce qu'on appelle la differential privacy, la confidentialité différentielle, où on va ajouter, on va prendre un jeu de données, on va ajouter des données. La génération de données synthétiques, ça c'est un truc qui est en train d'exploser en ce moment, c'est hyper intéressant. En gros, imaginons, on a les données des gens qui sont dans la salle, mais évidemment, on ne va pas les envoyer, ben on va générer des données synthétiques, ça ressemble vraiment. Ça ne va pas être vos données, mais ça va ressembler aux données des gens qui sont dans la salle. Donc ça s'utilise dans le domaine de la santé, par exemple. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant, notamment parce que dans le domaine de la santé, ça veut dire qu'on peut partager un jeu de données de santé à des fins de recherche, par exemple, mais sans donner les données des individus, mais il y aura toutes les caractéristiques en fait, des individus qui fait que d'autres vont pouvoir utiliser ça pour travailler. Par contre, ça ne marchera pas pour un croisement de données. Parce que pour un croisement de données, il faut croiser au niveau d'un individu, et là, on a perdu la trace, il n'y a plus l'individu, puisque c'est complètement synthétique. Il y a ce qu'on appelle le calcul, le chiffrement homomorphe. Le chiffrement homomorphe, c'est du chiffrement, donc on prend des données, on va les crypter, et en fait, on peut faire des opérations dessus. Ça, c'est quand même incroyable. Ça marche, ça a des défauts. Principal défaut, c'est que ça utilise beaucoup de temps de calcul. Beaucoup de temps de calcul égale beaucoup d'énergie, souvenez-vous de ce qu'a dit Jean-Noël ce matin. C'est évidemment une préoccupation, on ne va pas faire ça de manière massive, parce que tout simplement, ça prendra trop de temps de calcul. Et puis il y a des choses dans lesquelles, vous voyez ce qu'il y a à droite, il n'y a aucune révélation de la moindre donnée. C'est le code qui vient vers la donnée. Alors il y a ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré. L'apprentissage dans le cas de l'intelligence artificielle, eh bien, on va le faire de manière distribuée. Par exemple, on pourrait le faire distribuer sur l'ensemble des CPAM. Parce que vous avez tous les mêmes données. On veut faire un truc d'apprentissage. On ne veut pas transmettre... Bon, ça ne marche sans doute pas, parce que j'imagine que vous avez une grande base de données nationale. Mais imaginons que vous ayez... Alors, on peut le prendre sur les données des hôpitaux. Ça, c'est des choses qui se font sur des données hospitalières, où les hôpitaux ne veulent pas mettre toutes leurs données dans une même base de données commune. Eh bien, ils vont faire l'apprentissage sur chacun des CHU et on va rassembler d'une certaine manière tout ça pour avoir un moteur d'intelligence artificielle. Le multi-party computing, ça c'est mon chouchou, je ne le décrirai pas, mais il est absolument fascinant. Et puis, il y a les environnements d'exécution certifiés qui permettent en fait d'isoler l'environnement de calcul lui-même, le processeur garantit qu'aucune opération pourra être faite et vue. Et en fait, avec ces technologies-là, ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est des produits qui sont utilisés dans le domaine de la banque, dans le domaine de la pharmacie, eh bien, on peut faire des calculs avec des données qui viennent de plusieurs organisations, qui sont chiffrées par les organisations, et les calculs sont faits à partir de ces données chiffrées.
Ça veut dire quoi très concrètement? Moi, si je reprends mes exemples de tout à l'heure, par exemple du cancer du sein ou l'exemple sur la santé publique, le Covid, etc., eh bien, c'est qu'on pourrait avoir, par exemple, un acteur qui a des données de contamination, mettons, par le Covid, un acteur qui a des données de mobilité, Orange, puisqu'ils ont des données, d'accord, un acteur qui a des données sociales, l'INSEE, qui chiffrerait chacun leurs données, et le calcul serait fait sur des données chiffrées. Personne ne verrait les données des autres. Ou si quelqu'un voit quelque chose, c'est juste de la donnée chiffrée, c'est-à-dire rien, aucune information. Et donc là, ça permet vraiment de faire des choses qui sont complètement différentes. Et ça permet de lever un obstacle qui est vraiment majeur pour ces croisements de données. Mais évidemment, donc là, il y a eu un rapport qui a été fait dans le cadre du partenariat mondial de l'IA, dont je vous disais que j'étais un des coprésidents du groupe de travail sur la gouvernance des données. On a fait ce travail justement pour essayer de voir comment on pouvait dépasser les barrières au partage de données par l'utilisation de technologies de renforcement de la confidentialité. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces technologies permettent d'obtenir des informations sans divulguer les données sensibles d'origine. Maintenant, il faut regarder, certaines technologies ont une précision plus ou moins bonne que d'autres, certaines ont un coût de calcul important, et là, ça a été fait justement sur des données issues du Covid par du contact tracing. C'était ça leur problématique, est-ce qu'on peut utiliser des données des technologies d'accroissement de la confidentialité sur du contact tracing? Et la réponse est oui, ça fonctionne. On a quelque chose qui obtient une précision qui est vraiment intéressante. Mais il faut bien choisir la technologie et l'adapter à la situation. Donc ça veut dire qu'il faut aller assez en profondeur dans ces sujets. Je vais peut-être juste terminer en parlant rapidement des espaces communs de données, parce que tout simplement, ça rassemble tout ce qu'on a dit jusque-là. Un espace commun de données, c'est le fait de créer des règles de gouvernance, des pratiques, des normes pour orchestrer des ressources numériques entre plusieurs acteurs. Ça peut paraître très abscon. Essentiellement, c'est basé sur un livre de règles. Ce livre de règles, il dit, c'est quoi nos règles éthiques? Dans quel cas on peut faire un traitement de données collaboratif ou on ne peut pas le faire? C'est quoi évidemment les règles juridiques applicables dans mon espace? C'est quoi la gouvernance de la donnée? C'est-à-dire où est-ce qu'elles sont stockées, quel type d'acteurs, d'hébergement, etc. C'est quoi les technologies qui me permettent de faire les calculs? Est-ce que je vais pouvoir justement utiliser des technologies d'anonymisation de données synthétiques, de chiffrement? D'accord? Évidemment, il y a des choses qu'on pourra faire ou pas en fonction des technologies qu'on utilisera. C'est quoi la sécurité? C'est quoi le modèle économique? C'est ça un ensemble de règles. Et au final, aujourd'hui, si on veut faire un projet qui utilise de la donnée, alors aussi bien pour des simples statistiques que pour un entraînement d'intelligence artificielle, parce qu'encore une fois, l'intelligence artificielle, je réinsiste là-dessus, puisque c'est le cœur, un système d'intelligence artificielle performant dans une organisation, il doit être au plus près des données que vous utilisez. Voilà. Donc c'est cet ensemble de règles qu'il faut se définir pour pouvoir traiter son ensemble. Et ça, ça a un nom, c'est le data space. Donc finalement, si vous voulez faire des projets, je crois que le concept de data space est celui qui est le plus pertinent pour vous. Donc la conclusion. Premièrement, le respect de la confidentialité, ça ne peut pas se réduire à l'anonymisation. J'espère que vous l'avez compris. Ah oui, mais vous savez, en pédagogie, il faut réinsister, hein. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on a toujours besoin d'opérer des traitements de données multi-organisations. Moi, je suis sidéré dans mon activité de voir le nombre de cas d'usage qui ne sont juste même pas imaginés ou surtout qui ne vont pas au bout, tout simplement parce qu'il faudrait des données multi-organisations et que les gens se disent ça ne va pas être possible. Alors, si, en fait, c'est régulièrement possible. Mais par contre, il faut savoir comment s'y prendre. Troisième point, il y a des nouvelles technologies qui créent un vrai changement de paradigme. Encore une fois, le paradigme classique, et c'est pour ce pourquoi les gens se disent c'est pas possible. Le paradigme classique, c'est si je veux faire un traitement où il y a des données qui viennent de plusieurs organisations, il y a forcément une organisation qui va récupérer les données des autres. Des gens qui vont les voir. Alors peut-être que les gens vont être assermentés,
Mais c'est un risque. Est-ce que ma population dont j'ai les données, elle va trouver ça bien que j'ai passé mes données, qu'elles soient visibles, même par un statisticien dans telle organisation? C'est un vrai risque. Encore une fois, et moi dans le cas d'usage sur lequel je travaille dans le cadre de mon programme sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, on pourrait le faire comme ça, en se disant, bah oui, les données, on va les passer à tel acteur, un CHU, etc. Mais moi, je ne suis pas complètement sûr d'être totalement tranquille vis-à-vis de mes étudiants en leur disant, en fait, vous m'avez donné vos données, moi, je les ai passées au CHU. Et j'ai le droit. Peut-être que j'ai le droit. Est-ce que j'ai leur confiance pour le faire? J'en suis pas complètement sûr. Et donc, je ne le ferai pas comme ça. Moi, je le ferai que si je suis sûr que personne ne voit les données de mes étudiants. Voilà. Donc, et je ne suis pas le seul. Je pense que la plupart des gens sont comme ça. Donc, mais avec ces nouvelles technologies, on peut complètement changer d'approche. Parce que si je sais que mes données, elles vont être chiffrées et que personne ne verra les données en clair, alors là, c'est plus du tout la même affaire. Parce que si à la fin, le résultat, c'est un résultat statistique sur tout le monde, bah là, ça ne pose aucun problème. Aucun de mes étudiants n'aura le moindre préjudice. Non, la technologie, ce n'est pas tout. Il faut une approche intégrative qui associe des aspects éthiques, juridiques, économiques, technologiques. Et c'est l'articulation de tout ça qui permet à la fin de réaliser les choses. Et finalement, bah, c'est tout ce qu'on essaye d'emmagasiner dans ces projets d'espace commun de données. Voilà ce que j'avais envie de raconter ce matin. J'espère que je n'ai pas fait trop de maths. Et en tout cas, vous n'avez pas fui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Bertrand Thubert. On a repris goût aux maths, finalement, grâce à vous, enfin, j'espère. Jean-Philippe, je te laisse refaire la transition avec le dernier. On ne prend pas de questions, un dernier intervenant de la matinée. Voilà, on a un gros rythme. Et j'en profite pour vous préparer, avant de vous ruer vers l'espace repas tout à l'heure. Il y aura 2 moments de photos de famille. Donc, restez bien dans l'amphi à la fin de la matinée. On fera un premier temps photo de famille, cousinade. Et puis, il y en aura un deuxième, juste avant de manger, dans la cour aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était passionnant. La question des données est vraiment au cœur de toutes nos préoccupations, hein, surtout dans le service public. Dès qu'on parle d'usagers, la question de la donnée, elle devient absolument cruciale. Hein, la sécurisation de la donnée, l'emploi des données, la réagrégation des données. Mais dès qu'on parle d'IA, en fait, l'une des parties dont on parle le moins, ce sont les effets sur nos propres façons de penser, donc nos comportements. On a parlé d'usage tout à l'heure, mais aussi notre organe principal qui va utiliser ces IA, c'est-à-dire notre cerveau. Quelles vont être les conséquences sur le cerveau? Est-ce qu'on va penser d'une manière différente? Comment est-ce qu'on va prendre des décisions? Ça va être quoi le processus de prise de décision? Et c'est de ça dont va nous parler Olivier. Je vais essayer. Matin, pendant 45 minutes. Ça va être passionnant. 1, 2, vous m'entendez? Ouais.